Bienvenue à cette soirée télévisuelle spéciale consacrée aux élections couplées 2026 au Bénin à travers ses enjeux et perspectives. Bienvenue à ce plateau spécial donc dédié à la soirée électorale en cette fin de journée d'élections couplées législatives communales. Les Béninois s'apprêtent à vivre un moment très crucial, un tournant crucial de leur histoire démocratique avec ces élections couplées législatives et municipales de 2026 dans un contexte de réforme politique importante. Ces élections sont une opportunité pour les citoyens de choisir leurs représentants et surtout de façonner l'avenir de leur pays. Quels sont les enjeux? Vous le savez, ces enjeux, ils tournent pour l'essentiel autour du renouvellement du Parlement national, des conseils municipaux. Ces enjeux tournent autour de la stabilité aussi, la stabilité politique et la gouvernance locale. Ils tournent ces enjeux autour du développement économique et social du pays, mais aussi autour de la représentativité et de la participation citoyenne. Merci donc de suivre ce plateau dédié à la soirée électorale pour une analyse approfondie de ces enjeux et des perspectives qui s'annoncent au bout de ces élections. Ce plateau spécial va se dérouler en plusieurs panels où vont s'alterner les différents partis en lice pour ces élections couplées, avec des experts à leur côté, des experts de la gouvernance et des élections. J'ai le plaisir de vous présenter tour à tour sur ce plateau le député Orden Aladati qui représente ici l'UPR, le principal parti de la majorité présidentielle. Merci de nous avoir fait l'honneur de participer à ce plateau pour projeter votre regard sur les enjeux, mais aussi sur les perspectives, la suite de ces deux élections pour les citoyens, pour l'avenir du pays. Merci Osias, c'est avec plaisir que nous répondons chaque fois que vous nous sollicitez. Et nous en sommes enchantés. À vos côtés, comme je l'ai indiqué, on essaie de croiser le regard des partis de la majorité, mais également de l'opposition. On n'a pas eu la chance d'avoir l'opposition LD sur ce plateau, mais il y a aussi le parti FCBE qui campe, qui veut challenger les partis de la majorité présidentielle. Le parti FCBE est représenté ici par M. Prosper Adoukonou. Merci de faire l'honneur à ce plateau, d'y participer. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Nous vous remercions infiniment pour cette soirée électorale. C'est un devoir professionnel, mais aussi citoyen. Merci d'avoir accepté cette invitation. Au milieu de vous, un regard distant, neutre, comme une sorte de juge de paix. Monsieur Gansé Emmanuel, lui, c'est un expert en observation électorale, un expert des questions électorales. Vous appartenez à une plateforme qui fait la veille de l'élection au Bénin, mais pas que. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Osias, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici sur ce plateau et de porter la voix de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. Avant de recueillir vos regards, vos différents regards sur le constat global que vous faites sur cette journée d'élection, la préparation électorale, le processus, etc., on va retourner sur la journée, les échos de cette journée électorale en quelques actes, notamment le vote des personnalités au premier rang du pays. On va commencer par le vote du chef de l'État. Vont suivre les votes de différentes autres personnalités. Le chef de l'État qui est allé effectuer son vote, visiblement avec enthousiasme, et qui, à la fin, n'a pas hésité d'exhorter ses concitoyens à sortir massivement pour aller voter en raison des enjeux pour l'avenir du pays. À la suite du chef de l'État, on a eu aussi le point, les échos des votes d'une série de personnalités qui ont se fit à ces observations faites par cette plateforme des OSC, Organisation de la société civile, veille électorale, à laquelle vous appartenez d'ailleurs, je crois, cette plateforme. Le constat est que dans la majorité des bureaux de vote, déjà aux environs de 9h50 et quelques 10h,
le vote a visiblement commencé. Donc, sans doute, il y a quelques minutes, les bureaux ont fermé et donc le dépouillement a commencé. Quel type de constat particulier avez-vous fait? Par exemple, à certains endroits de Cotonou, il a été indiqué que même à 15h30, ça n'avait pas visiblement commencé. Je vais d'abord recueillir, si vous permettez, puisqu'on a entendu une membre de votre plateforme, recueillir les impressions des politiques et revenir à vous. Je vais commencer par le député Orden Aladati. Quel constat général vous faites? Satisfait aussi comme oui, personnalité? Pour l'ambiance générale du vote, la campagne s'est déroulée donc, dans la convivialité. Je n'ai pas noté des attaques verbales, campagne de proximité, oui, beaucoup plus de campagnes de proximité que de démonstrations publiques. Et puis une ambiance de paix globale dans le pays, dans la sérénité. Le couac, et dans la déclaration qui est lue, le pourcentage qui a été annoncé, je me dis que c'est un peu à Cotonou et beaucoup plus dans ma circonscription, la 6e circonscription électorale, où à Godomé surtout, ça a été très difficile. Ça a été très difficile à Godomé. Le vote doit être encore en cours dans certains postes de vote de Godomé. Bon, il y a des difficultés dont on a parlé. La Sénat, au fur et à mesure qu'on annonçait les difficultés, a pu y remédier. Et puis voilà. Mais quand vous voyez le taux de participation, vous remarquerez que ces difficultés au niveau de Godomé impacteront nécessairement le taux de participation dans Godomé. Malheureusement. On va y revenir parce qu'au-delà de ce satisfecit global, le maître mot, c'est la sérénité. Sérénité dans laquelle s'est déroulée la campagne et le vote aujourd'hui. Mais après, pour que ce moment électoral soit une vraie fête démocratique, cela va se vérifier à l'aune du taux de participation, de l'enthousiasme citoyen, de l'engouement citoyen. Quel constat avez-vous fait sur le terrain de ce point de vue-là, monsieur le représentant du parti FCBE, monsieur Adokonou? Merci beaucoup. Je crois que pour la campagne, tout s'est bien déroulé dans le respect mutuel. Mais normalement, après cette campagne-là, on devrait s'attendre à une très bonne organisation aujourd'hui. Mais le constat est amer dans Cotonou. Parce que le 13e arrondissement dont j'ai été superviseur, j'ai constaté que vraiment, il y a eu un très long retard. Le vote devrait commencer à 7 heures, mais dans certains postes de vote, ça a commencé à 12h45, 13 heures dans d'autres postes, et même à 15 heures dans d'autres postes. Vraiment, je crois que la conséquence, c'est que les électeurs ont attendu longtemps, et il y en a qui se sont découragés, ils sont rentrés. Et ce n'est pas sûr que cela revienne. Et ça va agir naturellement sur le taux de participation. J'ai l'impression que cette lassitude a déteint sur votre enthousiasme à participer à ce plateau tellement votre voix est assouplie. Bien sûr, parce que ce n'est pas possible que des électeurs qui s'attendaient à voter à partir de 7 heures attendent jusqu'à 12h45. Ce n'est pas possible. Alors, à 15 heures, mais ceux qui sont découragés sont rentrés et ils ne sont certainement pas revenus. Est-ce que vous avez interrogé vos représentants dans les différents bureaux de vote et centres de vote à travers le pays pour savoir si c'est la même atmosphère de vote? Naturellement, ce n'est pas la même atmosphère. Mais Cotonou étant la vitrine du Bénin, je crois que ce qui se fait à Cotonou... est proche de la Sénat, en fait, de l'organisme électeur, bien enfin, sûr, organisateur ça des déteint élections. un peu sur la crédibilité. Parce que quand on sait que c'est de 7h à 19h, et qu'à midi, à 13h, à 15h, ça n'a pas commencé, c'est vraiment déplorable. 7h à 17h plutôt. C'est 7h à 17h. C'est ça, 10 heures de vote. Donc quand ça commence à 15h, ça va finir du coup, à 1h du matin. Il y a des risques qu'on aille jusqu'à 1h avant le dépouillement, 1h du matin. Pas bon. On y est, on aura sans doute les échos pour aussi prendre la mesure du taux de participation. Mais par rapport à c'est quoi que vous qui faites l'observation électorale, organisme de la société civile, vous avez certainement interagi avec la Sénat. Vous travaillez, j'imagine, en complicité avec la Sénat, en harmonie. Quelles raisons vous ont été fournies pour expliquer c'est quoi de retard au démarrage par endroit?
OK. Alors, à la suite de mes prédécesseurs qui ont pu constater effectivement ce retard dans le démarrage du processus par endroits, notamment à Cotonou, mais aussi dans le département du Borgou, comme on l'a noté dans l'arrondissement de Bori, qui a commencé à 10h39 et donc qui finira certainement vers 20h par là. Peut-être qu'ils ont déjà fini, sans doute. Sans doute. Je dirais que on n'a pas encore eu les raisons officielles. Mais vous savez, à la plateforme électorale, nous mettons en place pour chaque scrutin une salle de situation électorale. C'est ça. Et donc, des réponses que notre chambre de réponse a pu obtenir, et je crois que je l'ai entendu du ministre Tonato, je crois bien, c'est que la Sénat a privilégié les zones reculées pour le déploiement du matériel électoral. Et donc, certains endroits, comme Cotonou par exemple, se sont retrouvés beaucoup plus pénalisés dans le déploiement de ces matériels-là. Mais bien évidemment, nous restons tous à l'écoute de la Sénat, qui est sans doute la voie la plus autorisée pour nous en dire davantage par rapport à ces retards que nous avons notés et qui inspirent quelques craintes. En attendant qu'on ait les échos du côté de la Sénat où se trouve notre correspondant, notre envoyé spécial à la Sénat, Lénaïk Agbazaou, pour capter les échos, les explications, commentaires des responsables de la Sénat dans un moment où je présume qu'à la Sénat actuellement il doit y avoir le branle-bas sur le début des compilations des résultats et des comptes partiels provisoires des résultats provisoires. Je voudrais vous interroger sur ce que vous avez pu observer par rapport à l'engouement des citoyens malgré. C'est quoi? Comment avez-vous ressenti la mobilisation des citoyens autour des urnes? Commençons par l'honorable Orden. Bon, quand on a dit que c'est dans une ambiance pacifique, il n'y a pas eu de menaces sur le vote, il n'y a pas eu d'agressivité, et donc ça a pu nécessairement détendre les électeurs. Et puis cette campagne de proximité aussi. Il y a eu le fait que, bon, au fil des années, les résultats de la gouvernance sont de plus en plus visibles. Donc la mobilisation, il y en avait, l'engouement, on en a eu. Quand je vous donne l'exemple, moi je viens de la 6e circonscription électorale et les gens sont sortis très tôt pour aller voter. Dans les files à Godomain, par exemple, à la sortie donc, des messes, vraiment, c'était de longues files qu'on a observées. Mais comme on l'a dit, il y a eu un peu de découragement du fait de retard. Et Godomain est particulier, hein, c'est-à-dire que ce que je dis, je ne sais pas si Godomain est très particulier et le cas de Godomain est pire que ce qui s'est passé à Cotonou. Voilà, donc on a glané quelques informations, ça et là, et la dernière pluie est passée par là aussi, il paraît, voilà, où le colisage a été entamé, mais nous attendons que la Sénat puisse vraiment expliquer cela. Voilà, ça participe de la reddition des comptes. C'est une Sénat professionnelle, ils sont expérimentés et il a dû se passer quelque chose. Voilà. Maintenant, hormis cela, le vote s'est globalement très bien passé et le public s'est déplacé. Est-ce que vous avez pu observer, justement, c'est la fin de l'intervention du député Orden Aladati est intéressante parce que c'est justement sur ces détails que je voudrais vous interroger. Votre ressenti par rapport à la mobilisation au-delà de c'est quoi que vous avez senti quand même une sorte d'engouement autour des urnes. Monsieur Aloukono, vous qui représentez le parti FCBE. Au départ, il y avait un engouement. Mais l'attente a été longue et l'engouement a été sapé. Par endroits sur les bureaux où il y a eu retard à l'allumage. Beaucoup d'endroits justement à Cotonou. C'est ça le problème. Et cet engouement a été vraiment... On verra bien le point que nous fera la Sénat. Mais vraiment,
c'était un peu déplorable. Parce que l'engouement de départ, les gens étaient là à 7 heures. Moi aussi, j'étais, en tant que superviseur, j'étais au poste de vote à 7 heures. Ben, vraiment, l'attente a été très longue. Je suis reparti à la maison. Je suis revenu à 11h, 11h30. Rien n'a commencé encore. J'ai parcouru encore certains postes de vote. Je constate encore que c'est pire que Yoro Auto. Vous voyez un peu, c'est un peu compliqué. Si bien que les électeurs, il y a beaucoup qui ont attendu, qui sont repartis à la maison. En tout cas, pour les bureaux de vote qui ont ouvert entre 7h et 9h, c'est sûr qu'on est déjà à la fin du scrutin dans ces bureaux à travers le pays. C'est ce que nous indique d'ailleurs notre correspondante Rebecca Kendia-Rondé, qui indique justement que l'heure déjà au dépouillement, désormais au dépouillement dans certaines circonscriptions électorales, tandis que les opérations de convoiement des urnes vers les arrondissements sont en cours. Alors nous émettons, et dans la 24e circonscription électorale, justement, le coordonnateur d'arrondissement de Zogodomain, centre Modeste Bilouzo Dadjo, revient avec Rebecca Kendia-Rondé justement sur les spécificités des chiffres enregistrés sur place au niveau de sa coordination. On va suivre. Modeste Bilouzo Dadjo, coordonnateur de l'arrondissement de Zogodomain Centre. L'arrondissement de Zogodomain Centre compte 7 quartiers, à savoir Aoundome, Atia, Dovogon, Raya, Zado, Adagon, Zado, Gagbe et Zogodomain Centre. Dans ces 7 arrondissements, il faut noter qu'on a comme candidat, comme électeur inscrit 10 140. Et ce matin, très tôt, à 7 heures, le premier poste de vote, sinon les premiers postes de vote ont fait leur ouverture. Nous avons noté que le dernier poste de vote qui a fait son ouverture, c'est à 7h37 et c'était au poste de la place publique à Tia 2, poste de vote 2. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on peut avoir déjà des tendances ou ce serait trop tôt? Ce serait trop tôt d'avoir des tendances parce que sur le terrain, il me semble que le dépouillement, avec les informations que mes ACA m'ont données, le dépouillement continue sur le terrain. Donc, pour le moment, on ne peut pas vous donner des tendances. Merci. Voilà, si du côté de Zogodomain Centre, comme l'indique le coordonnateur, le convoiement des urnes se déroule sans grande difficulté. Il est à remarquer que la situation est tout autre dans l'arrondissement de Boycon 2 qui coordonne 89 postes de vote. C'est ce que nous confie et nous précise notre envoyé spécial Rebecca Kendia-Rondé. Et comme on peut le constater en image, la tâche s'annonce particulièrement lourde parce que, selon justement Rebecca Kendia-Rondé Canel Capo, nos reporters sur place, les opérations pourraient encore se poursuivre pendant plus de 4 heures. C'est dire que là-bas aussi, il y a eu un petit souci. Voilà, à l'image, c'est des images qui indiquent que justement, c'est littéralement dans la pénombre. Ces images indiquent clairement que voilà, il y a des zones où ça traîne encore. Eh bien, on aura la Sénat qui sans doute aussi nous suit et qui va se confier, dont les responsables vont se confier à notre reporter qui est in situ à la Sénat pour nous dire ce qui s'est passé. Alors, pourquoi l'un des enjeux essentiels de ce double vote législative communale, c'est justement le taux de participation. Parce que des augures ont annoncé que le principal parti d'opposition, pour le qualificatif, en tout cas représenté au Parlement, LD, n'ayant pas eu la possibilité de compétir au communal, il y avait à craindre qu'il y ait une sorte de baisse de taux de participation. Comment est-ce que vous appréciez justement cette dynamique-là? Comment vous l'avez capté? Je vais commencer justement par le FCVE qui challenge aussi la mouvance présidentielle. Bon, je ne sais pas si effectivement leur non-participation a vraiment eu des répercussions sur le taux de participation. Parce que et ça, on sera édifié tout à l'heure avec les chiffres que la Sénat va nous donner. C'est la Sénat qui va nous donner les vrais chiffres. Mais je crois que la non-participation n'a pas tellement agi sur le taux de participation. Parce que
lorsque j'ai parcouru certains postes de route, j'ai constaté que la population était sortie. C'est les retards qui ont vraiment empêché les gens d'être vraiment enthousiastes par rapport à ce scrutin. Et ça, à Cotonou, vraiment, c'était un point noir dans l'organisation de la Sénat. Il faut le dire tout franchement. Vous n'avez pas redouté, hein, de votre côté, du côté de la majorité présidentielle, que l'absence de votre principal challenger au communal crée un effet de ressac de la participation citoyenne? Comment vous pourriez apprécier cela? Nous sommes dans une élection couplée. On en sort pour voter à la fois pour les communales et pour les législatives. Les démocrates participent bel et bien aux élections législatives. Donc, il est difficile de démêler l'un et l'autre. Ouais, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, en 2023, déjà, nous l'avons remarqué. Vous avez entendu qu'en 2019, lorsque l'opposition, une certaine opposition, je ne dirais pas l'opposition parce que monsieur est de l'opposition. L'opposition représentée au Parlement, LD. Voilà, en 2019, pas encore. Oui, pas encore en 2019. Une certaine opposition a boycotté les élections. On a dit que c'est parce qu'elle n'était pas là que le taux de participation a été ce qu'on a remarqué. Mais en 2023, le Parti Les Démocrates a bien participé aux élections et le taux de participation s'est amélioré, mais pas tel qu'on le souhaitait. Aujourd'hui, il y a une nette amélioration par rapport à 2023. Et nous sommes tous présents. Il y a d'autres facteurs qu'il faut explorer par rapport à nos élections. Et si vous voulez qu'on décrypte un peu ces facteurs, absolument, nous, on a cherché et on a trouvé quelques éléments. Vous avez les primo-votants. Les primo-votants n'ont pas nécessairement demandé d'aller sur la liste électorale. Hein. Désormais, on n'a pas une liste électorale. On ne va pas s'inscrire pour voter. Nous avons une génération spontanée. Les personnes sont inscrites dans la base depuis leur naissance ou à une partie du moment de leur vie jusqu'à leur mort. Et donc, dès qu'ils ont 18 ans, on les projette et puis on les estirpe et pour en faire des électeurs. Mais il y a une grande majorité donc, de ces primo-votants qui ne participent pas au vote. Et ça continue de se confirmer. Ce que moi j'ai remarqué donc, dans mon quartier, dans ma circonscription, puisque nous avons fait vraiment une élection de proximité, c'est qu'à travers la mobilité des personnes, ils n'ont pas le réflexe de faire les mutations qui s'imposent par rapport à leur mobilité sur le territoire. Ils sont à Porto-Novo, ils ont migré vers Calavi, mais ils demeurent à Porto-Novo, sans avoir le réflexe ou bien la culture nécessaire pour faire les transferts adéquats au moment où la base est ouverte et que l'opération de transfert est lancée. Et ces cas-là, on en a eu plein. Et vous êtes dans des réunions et aujourd'hui, l'ANIP a fait une avancée extraordinaire. Étoile 151, étoile 4 et tout, on le fait de façon systématique. Mais vous avez un auditoire, vous tapez, mais vous voyez que peut-être le tiers de l'auditoire vote ailleurs que là où vous êtes en train d'animer votre meeting. Voilà, ces questions-là nous interpellent et il faut qu'on réfléchisse pour voir comment, donc, dans ces mobilités, on arrive à appréhender la mutation et la mobilité des électeurs. Tous ces éléments-là jouent sur la participation. Des personnes qui veulent bien voter, mais au fini, je crois que parce qu'ils ont migré, que c'est de façon instantanée que leur lieu de vote migrerait avec eux, mais ce n'est pas le cas du tout. Il y a eu toutes ces questions, donc il faut qu'on arrête de dire qu'une partie a participé ou n'a pas participé, c'est pourquoi on a eu tel taux. Tout le monde est là à présent, nous allons faire les vrais débats à partir de ce qui va se dégager des urnes et qu'on commence par se focaliser sur la volonté vraiment de ceux qui sortent pour aller voter. Moi, je n'aurais pas voulu qu'après ce vote, et l'on continue un certain nombre de débats dans la République. En 2023, on a eu l'occasion de taire ce débat définitivement, parce que les urnes ont parlé en 2023. Mais les débats, les spéculations continuent. Je crois que sur vos plateaux, à partir des chiffres
et je ne crois pas que l'observateur de la société civile Monsieur honorable, puisse me dire qu'il y a eu des manipulations sur les chiffres. Ils nous diront ce qu'ils ont observé et que chacun apprenne à respecter enfin le résultat des urnes. Les résultats ne sont pas encore tombés. Si mon parti sort perdant, nous allons respecter le vainqueur. Voilà. Les spéculations et les polémiques ont rebondi, les tiraillements aussi, les revendications de l'opposition LD représentée au Parlement à l'aune des réformes du système partisan, des réformes au niveau des lois électorales qui ont corsé davantage les seuils de représentativité. Pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Pour tout le monde, bien Voilà. sûr, mais y compris pour ceux qui n'ont pas autant d'assises que éventuellement. À qui la faute et donc, une corrélation a pu être faite entre un potentiel défaut d'inclusivité électorale ou participative aux élections et éventuellement le processus électoral, le vote et l'expression des aspirations populaires dans les urnes. Est-ce que, selon vous, je reviens à vous, député Orden Aladati, je vais interroger d'abord le représentant du parti FCVE pour qu'il nous dise clairement, est-ce que, parce que vous avez dû faire des accords de législature, vous y avez été contraint par la loi électorale, n'est-ce pas? Sans quoi vous auriez pu vous retrouver sur le bord de la route. Comment appréciez-vous les réformes du système partisan, la réforme du code électoral sur l'amélioration du processus électoral et du vote, en fait, du rendez-vous électoral? Bon, je dois dire qu'au départ, vraiment, nous avons déploré un peu, nous avons dénoncé un peu ce nouveau code électoral. Mais, chemin faisant, nous nous sommes dit qu'il faut s'y adapter. Et en s'y adaptant, bon, nous avons vu qu'il fallait lire et relire ce code-là, voir ce qui nous intéresse et ce qui nous avantage. Donc, nous avons lu et relu le code et nous avons vu les parties qui nous intéressent et nous avons saisi ces occasions-là pour aller en accord de gouvernance et en accord parlementaire avec des partis politiques. Les gens nous ont reproché le fait que, bon, un parti de l'opposition ne devrait pas signer de tels accords avec les partis de la mouvance, mais nous avons rétorqué en même temps pour dire que, de toutes les manières, nous, on travaille à partir de 2026, que ce n'est pas pour le passé que nous, on a signé ces accords. C'est à partir de 2026, les effets de ces accords-là. C'est-à-dire qu'en vérité, vous avez opté pour la stratégie plutôt que pour la complainte statique. Absolument, oui. La stratégie. Quitte à rebondir et retrouver toute votre identité après cet accord, c'est ça? La politique, c'est la stratégie, naturellement. Il faut tout faire pour résister. Oui. Et un parti politique a vocation à accéder au pouvoir. Pour espérer absolument prendre les affaires et les gérer. Et c'est ce que nous avons fait. Je crois que les gens ne vont pas nous reprocher ça. Député Orden Aladati, vous qui campez la majorité présidentielle, ça n'a pas fait l'ombre d'une gêne dans le camp présidentiel quand, par exemple, un parti qui vous challenge décide d'aller en accord avec vous, quitte après à vous supplanter? Ce débat-là est dépassé. Ce débat est dépassé. Nous avons fait les accords. Et les accords n'ont encore aucun impact sur ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord? Que les FCBE aient fait des accords ou pas, ça n'a pas d'impact sur le processus tel qu'il se déroule. Les influences de cet accord apparaîtront. Et ça leur a assuré leur participation? Au niveau. Non, du tout. Ah oui? Non, du tout, pas du tout. Les accords qu'ils ont eu à faire n'ont eu aucun impact sur leur participation ou non. Là où cela sera acté et aura de l'effet. C'est à l'aune des résultats. À l'aune donc du calcul des résultats. Et c'est en ce moment, seul et en ce moment, que l'on verra si tel ou tel autre parti est éligible au partage des sièges. Et ce n'est qu'en ce moment que entrera en vigueur l'accord que nous avons signé. Sinon, c'est votre déclaration de candidature, la qualité de votre déclaration de candidature qui fait votre présence au jour que nous avons eu aujourd'hui. Quand vous prenez les démocrates, ils n'ont pas pu désigner un candidat pour la présidentielle, ils n'ont pas pu
déposer une liste correcte pour les élections communales et lorsqu'à la déclaration de candidature des législatives, leur liste a été correcte et éligible, ils se sont présentés et ils ont été présents aujourd'hui. À supposer que leur déclaration n'ait pas respecté les règles du RAI et le code électoral, ils n'auraient pas participé au scrutin d'aujourd'hui. Donc, accord ou pas accord, ça n'a encore aucune influence sur, incident sur le processus tel qu'on l'a jusqu'aujourd'hui. Quand on aura compilé les résultats et au moment d'attribuer les sièges, on verra quel parti a rempli au niveau communal la condition des 10% au niveau national pour qu'il soit attributaire du passage des sièges. Et pour les législatives, on verra quel parti aura rempli la condition de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et en ce moment, si l'Union progressiste, le renouveau par exemple, avait les 10% au plan national et n'arrivait pas à avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales, on interrogera son accord donc, de coalition parlementaire avec les FCBE pour voir au cas où les FCBE auraient eu 10% au plan national, dans quelles circonscriptions les FCBE pourraient tendre la main à l'UPR. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, on comprend, je vais dire, ce mécanisme d'attribution, de répartition des sièges tel que ça a été dessiné par la loi électorale. Après, devant les électeurs simples, monsieur tout le monde, est-ce que ça ne paraît pas un peu compliqué? La question que je veux poser derrière justement tout cet échafaudage électoral, c'est de savoir, quand vous allez devant les électeurs, vous partis qui vous challengez, qui vous opposez en principe, qui ne devraient pas vous entendre a priori, d'accord, sur la gouvernance, l'offre de gouvernance, qu'est-ce que vous allez expliquer à vos électeurs pour qu'ils vous suivent, pour susciter leur engouement à aller voter? Ils doivent être un peu déroutés, non? Qu'est-ce que vous leur dites? Commençons par le parti FCBE. Comment vous leur expliquez ce type d'accord que vous faites avec un parti avec lequel, a priori, vous ne vous entendez pas? De toutes les manières, pour améliorer leur sort. On a longuement expliqué à nos militants et à nos électeurs les raisons pour lesquelles nous étions en accord avec les deux autres partis. Ils vous ont compris sur la stratégie? Ils ont compris parce que c'est une question de réalisme. En tout cas, je crois que je n'ai pas entendu des critiques par rapport à ces accords que nous avons signés. Et nous avons reçu même beaucoup de félicitations par rapport à ça, parce que, évidemment, nous sommes en politique. Parce que la réalité, c'est que seul, vous n'aurez pas pu, c'est ça? Évidemment. Il faut connaître ses limites. Quand vous connaissez vos limites, vous avez les ressources pour réagir et pour entrer dans le jeu politique. Et c'est ce que FCBE a fait. Alors ce plateau, c'est un plateau où on a des regards, des analyses, non seulement des représentants des partis politiques en lice, d'experts en matière électorale, mais aussi en matière de gouvernance. Je vais vous interroger dans un instant sur comment vous appréciez la marche démocratique à l'aune des réformes, surtout par rapport non seulement à l'offre de gouvernance, mais aussi à la participation citoyenne, en ce que ces réformes peuvent développer la participation citoyenne, l'adhésion du peuple à la chose publique. Mais je dois annoncer que nous aurons aussi des échos de la Sénat pour faire le point de l'évolution des dépouillements à travers le pays, justement pour capter les premiers chiffres du taux de participation par endroit avec nos correspondants, comme on a pu avoir tout à l'heure avec Rebecca Kendiaroundé, juste un soupçon de ces moments de fin de vote de cette journée électorale couplée législative à communale. Dites-nous, Monsieur Gansé, comment vous appréciez la marche démocratique et surtout au regard de l'adhésion citoyenne, de la participation citoyenne par rapport à ces différentes réformes qui transforment le système partisan et la République du point de vue électoral et démocratique? Très bien. J'ai suivi avec un vif intérêt le débat tout à l'heure entre mes co-débatteurs ou co-intervenants. Tout à fait. Et si je dois faire une appréciation, je pense qu'il est important de souligner le caractère vraiment inédit de toutes les réformes qui nous ont conduits dans la marche dans laquelle nous sommes actuellement, du point de vue démocratie, du point de vue gouvernance, du point de vue développement. Et il est essentiel de souligner justement que
nous vivons des choses nouvelles, nous vivons des choses qui sont vraiment inédites. Des réformes qu'on n'avait vraiment pas expérimentées dans le passé et donc qui sont difficiles aujourd'hui d'adhésion. D'adhésion parce que c'est des réformes qui suscitent aussi beaucoup d'interrogations, qu'on a envie de mieux comprendre. On a envie de bien voir où est-ce que ça va nous amener parce qu'il faut dire qu'on a toujours peur de se jeter dans l'inconnu, au risque de faire face à une impasse. Et un peu comme le représentant du parti FCBE l'a souligné, vous voyez, sans un accord, accord de gouvernance entre leur parti, avec l'UPR ou bien d'autres partis de la mouvance, il allait être très difficile de pouvoir tirer son épingle du jeu au soir de ces élections-là, surtout en matière d'engagement, en matière de réalisation, par exemple, des différents pourcentages qui sont requis pour être... Les seuils d'éligibilité, d'attribution de sièges. Que ce soit pour les communales ou que ce soit pour les législatives. Et donc, de ce point de vue-là, on interroge l'esprit derrière les réformes. Et c'est là, en fait, la réponse, c'est avoir de grands blocs de partis politiques, avoir de grands mouvements qui travaillent pour le développement du pays dans une approche de co-construction. C'est ça. Ça, c'est vraiment un idéal que nous épousons, et même à la société civile. Mais la question de la démarche, la question de la compréhension, est-ce qu'on comprend où on va? Est-ce qu'on a les capacités? Parce que vouloir, par exemple... Est-ce qu'on est sûr, on a des gages de maîtriser le cap vers lequel on évolue? Absolument. C'est l'angoisse, en fait. Justement. Et je vois qu'au début, par exemple, on s'interrogeait par rapport à l'engouement. Aujourd'hui, est-ce que les gens sont sortis massivement pour voter? D'un point de vue général, on a quand même des votants un peu partout sur le territoire national. C'est ça. Et ça, on le salue également, le caractère serein de ce processus-là, parce que quelque part, c'est vrai, on se disait, mais comment les gens allaient réagir sur le terrain, surtout par rapport à la succession d'un certain nombre d'événements que nous avons endurés ces derniers jours. Et en cela, il faut vraiment saluer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui, sur toute l'étendue du territoire, ont quand même su apporter les réponses appropriées face aux incidents mineurs qu'on a pu noter ça et là. Et donc, pour revenir à la question, comment on apprécie ça, je pense que c'est une adhésion un peu mitigée. D'un côté, on a envie qu'il y ait des changements. On a envie réellement de ne plus vivre cette pléthore-là de partis politiques qu'il y avait dans un certain passé et qui nous amenait à demander s'il fallait, par exemple, 100 partis politiques pour 14 millions de Béninois. On en a connu le double. Hein? Exactement. Exactement. Donc, aujourd'hui, où on est en train de migrer vers une résolution de changement, on se demande si il y avait une pédagogie explicative et s'il y avait un travail pour pouvoir rallier les citoyens et citoyennes à ces réformes-là, plus que ce qui se fait aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas avoir une meilleure adhésion? Et deuxième chose que je voulais souligner très rapidement, c'est vraiment l'importance de pouvoir tenir compte des regards citoyens. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de participation citoyenne et quand on veut évoquer le débat citoyen, c'est un peu à sens unidirectionnel. Vous avez vu, nous avons un slogan que je ne sais pas, je ne vais peut-être pas l'évoquer ici, mais il y a quand même un slogan qui prévaut actuellement, qui vise à ce qu'on puisse réellement aligner nos manières de voir les choses, nos manières de pouvoir dire certaines choses. Donc, cette tendance-là, par exemple, peut être un frein à ce que nous puissions, en fait, avoir, je parlerai de critique constructive
pour pouvoir réellement aider à changer la donne. Et donc moi je dirais... Vous faites référence, pour dire les choses cartes sur table, cash, Oui. à la réforme de la trêve politique dont le Sénat, créé à la faveur de la dernière révision constitutionnelle, va être le gardien. Non, je pense que certainement qu'on va y en revenir On va, peut-être plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est... moi, je souligne juste qu'il y a une certaine peur aujourd'hui à pouvoir dire certaines choses. Et il y a également de l'autocensure. L'autocensure parce que même dans notre environnement, et là, en fait, je ne parle pas des pouvoirs publics. Je parle juste du fait que même dans notre environnement, que parfois, on ne veuille pas forcément faire certains débats au risque de ne... parce qu'on est de différentes sensibilités. Donc, quelle est notre appréciation, par exemple, par rapport aux différentes réformes? Personne n'a jamais été qui n'a écho de, voilà, de bavure ou de pression exécutée sur des gens qui ont exprimé les opinions. C'est pour ça que je parle d'autocensure. Les dérives sur les réseaux sociaux. Absolument, absolument. C'est pour ça que je parle en fait qu'on s'auto-censure. Alors que quelque part, il nous faut peut-être avoir plus de pédagogie pour pouvoir faire ce que nos dirigeants appellent la critique aborder constructive. les sujets sans tabou et discuter. Mais c'est juste, pour comprendre. C'est juste savoir le faire. Parce qu'il y a une manière pour pouvoir dire les choses. Il y a une manière, mais c'est juste qu'il faut pouvoir endosser les responsabilités qui on va entendre les acteurs politiques qui soutiennent ces réformes et qui nous destinent un Bénin meilleur que ce que nous vivons à l'aune, puisque c'est ça l'objectif majeur, c'est ça l'idéal poursuivi, je présume, député Orden à la Latine. Qu'est-ce que vous répondez à l'angoisse d'un citoyen qui observe nos processus, notre marche démocratique avec des questionnements, des angoisses sur le cap qu'on projette? C'est le droit du citoyen à avoir ce genre d'angoisse. Et quand j'écoute mon voisin de la gauche, je ne l'ai pas compris. Il a parlé de slogan de qui? De quoi? Ce n'était pas clair. Après, il a parlé d'autocensure. C'est la faute à qui quand on s'autocensure? Tout ce que nous indiquons là, à travers les réformes, c'est faire preuve de responsabilité lorsqu'on veut arguer quoi que ce soit. Que l'on soit acteur politique, acteur de la société civile ou citoyen, tout court, faire preuve de responsabilité. Dans les prises de position. Évidemment, être responsable, ce n'est pas facile, puisque nous avons été habitués à prendre la parole et à opiner, et parfois au hasard. Donc c'est de ça, que ça là puisse faire peur, d'accord, mais ce n'est la faute à personne, c'est ce qui est normal en République et dans un état de droit, d'ailleurs. Maintenant, par rapport aux réformes... Est-ce qu'on doit avoir des inquiétudes? Est-ce qu'on doit avoir des raisons d'être inquiet, d'être angoissé par rapport à sa raison. Cette réforme qui prescrit une trêve politique, qui veut encadrer les prises de position politiques et dont on prévient qu'elles ne doivent pas contrecarrer en fait, l'action gouvernementale. Monsieur Sonovo, nous parlons des réformes, n'est-ce pas? Et nous parlons des élections. Absolument. Et nous avons débattu sur ce plateau de la question de la trêve. Et nous avons dit que la critique est ouverte, que c'est la contestation de l'action publique qui est prohibée. Et c'est très clair. Et nous l'avons expliqué ici. Nous avons un code électoral. Mon ami de la société civile, qu'il soit d'accord ou pas, il ne peut pas venir pendant que nous sommes dans la marche des choses, venir le contester. Il peut critiquer. Il peut dire que moi, j'aurais voulu que tel ou tel aspect soit appréhendé et tout. Et d'ailleurs, la participation vient des accords de Cotonou. Et l'erreur qu'il faut éviter, c'est le fait de croire que quand on a dit aux législateurs que moi, j'entrevois le monde de telle ou telle autre façon, que le législateur est obligé de suivre. Le législateur, il est dans la gouvernance. Il a une vision pour le pays. Vous avez dit le double de 100, mais moi, je vous ai soufflé que c'était le triple. Exactement en 2018, nous avions 278 partis politiques et 19 alliances de partis politiques. Je l'ai documenté. Alors, chacun dit que ce n'est pas normal, mais personne ne vous propose les solutions pour en sortir. Et nous venons avec des propositions sur la table. Peut-être qu'elles ne sont pas parfaites, mais expérimentons-les.
Mais donc, quand nous venons avec les propositions, que ça angoisse certains, c'est normal. Qu'on en discute, c'est normal. Mais au finish, le législateur doit prendre une décision. Et c'est ce qui a été fait. Et quand le législateur a pris sa décision dans les règles de l'art, ben on se plie. Surtout la société civile. On a vu la société civile contester des règles éditées par le législateur. J'ai dit contester, je n'ai pas dit critiquer. Ce n'est pas normal. Et avec la Constitution révisée... Excusez-nous, vous savez, Oui. le français, il a ces subtilités qui font parfois, quand vous dites contester, dans l'esprit de certaines personnes ou de beaucoup, c'est peut-être juste critiquer. Critiquer, ne pas être d'accord avec. Je vais vous donner ne pas des être d'accord avec. illustrations. En revanche, il est important, dans la nuance, de préciser ce en quoi la contestation peut gêner et bloquer la gouvernance. Il faut être explicite là-dessus. Je vais être précis. Pour rassurer. Je vais être précis. J'ai été plus de 30 ans acteur de la société civile. Je prends l'action que nous avions eue vis-à-vis de la liste électorale permanente informatisée sous le président Kérékou. C'est nous qui avions fait le plaidoyer. Et j'ai vu les ONG que nous avions eu l'honneur de diriger. WANEP, nous avons été président de WANEP. Je vois ce Calopin. Donc, je suis son passe-présidente. C'est ça. Et il va vous dire sur ce plateau que jamais nous ne sommes venus faire injonction, faire pression sur leur libre arbitre et sur leur chose. Jamais nous l'avons fait. Et nous l'avons remarqué par le passé, cela. Alors, quand nous prenons la LEPI, c'est nous qui avons fait le plaidoyer pour qu'on ait une liste électorale permanente informatisée. Nous sommes montés au créneau lorsque la règle de droit n'a pas été respectée sous le président Yaïboni. D'accord. Nous ne sommes pas venus pour dire que la règle est dictée par les... On peut le dire avant, au moment où la discussion a lieu. Au moment où le Parlement discute, faire tout le lobbying, faire tout le plaidoyer, faire toute la pression. Mais lorsqu'au finish, on a fini par édicter la règle de droit, on ne peut plus. On a vu la société civile, à quelques encablures des élections passées, venir critiquer. Lorsque la règle commune est établie, on a oublié de se plier démocratiquement et la respecter. Mais c'est ça la démocratie. Sinon on tombe dans la sédition. C'est cela. Et je l'explique terre à terre pour qu'on me comprenne. Pour qu'on comprenne très bien. Voilà. On va y revenir. Mais pour le moment, on priorité au terrain. On a des échos du terrain. Justement, notre envoyé spécial Estelle Pazou a de la matière, a des constats à nous faire partager. Estelle Pazou. Bonsoir, Rodia Sounou. Bonsoir, Estelle. Alors, qu'est-ce que vous remontez du terrain pour nous? Alors, je dois vous dire que mon équipe couvre le mono, à savoir les 17e et 18e circonscriptions électorales. On est allé un peu partout. On a sillonné des postes de vote à Lokossa, Kweyogbe, Sé, à Kondera, Bopa et puis à Guézin. Il faut dire que les populations sont sorties nombreuses pour accomplir leurs devoirs civiques. Malgré parfois l'attente et les longues files, elles sont restées sereines. À chaque arrêt dans les postes de vote, l'affluence grandissait à mesure que le temps passait et ce jusqu'à la fermeture des postes de vote. Et pour le dépouillement, nous sommes revenus à Lokossa où nous avons fait le constat du démarrage. La plupart des postes de vote ont fermé un peu après 17 h puisqu'ils ont ouvert justement un peu après 7 h. L'opération s'est déroulée sous la surveillance des membres de la Sénat et des partis politiques et surtout sous la vigilance des populations qui ont suivi le processus jusqu'à l'acheminement des urnes dans les arrondissements. Il faut rappeler que nous avons rencontré des autorités qui étaient heureuses et fières d'avoir accompli leur vote dans un climat apaisé. Voilà en quelques mots le déroulement du vote dans le département du Mono, précisément à Lokossa. Très bien, merci beaucoup Estelle Pazou. Merci pour ce constat plutôt enthousiaste qui incline incite à l'optimisme, qui indique qu'il y a eu de l'affluence dans le mono que vous sillonnez. C'est plutôt de bon augure, c'est de bon augure et ça confirme en fait la stratégie de déploiement du matériel et des ressources électorales sur le terrain où la Sénat a privilégié les zones les plus reculées pour se rapprocher davantage des citoyens parce que, se disant Cotonou c'est proche, on peut gérer et rebondir très rapidement. Est-ce que vous avez été rassuré par rapport aux explications fournies par le député Ordan Aladati par rapport au cap imprimé par les réformes politiques à notre marche démocratique en attendant de les expérimenter, ces réformes? En fait, moi je pense que s'il y a une chose importante dans ce que je suis en train de dire, c'est cette capacité-là justement que nous avons à pouvoir débattre des réformes et donc d'avoir plus de cadres pour pouvoir débattre.
voyez, l'idée n'est pas d'être contre. L'idée n'est même pas, à mon point de vue, de contester. Mais c'est juste… Comprendre et se les approprier. Comprendre, mais avant de se les approprier, c'est de pouvoir les questionner, pouvoir faire des contributions d'ordre citoyen dans une démarche citoyenne pour que, justement, à l'adoption, nous puissions tous y adhérer sans avoir, en fait, de marge de manœuvre, de résistance, mais qu'on puisse comprendre tout simplement. Je comprends l'idée fondamentale derrière l'explication qu'il a donnée. Je précise juste que moi, je dirige l'association des blogueurs du Bénin. Je suis de la plateforme électorale qui est coordonnée par WANEP Bénin, donc pas membre de WANEP. Voilà, donc juste apporter cette précision-là. Donc, peut-être pour conclure, juste, moi, ce que je précise juste, nous, on veut débattre. Nous, on veut pouvoir faire des contributions parce que j'estime, quand le président de la République investit dans l'éducation des Béninois, travaille pour que l'enseignement supérieur soit de meilleure facture, c'est justement pour que nous puissions apporter cette ressource-là, disons, cette cheville ouvrière à l'ordre ou derrière l'impulsion du développement que nous constituons, cette nouvelle génération d'élite, d'intellectuels, c'est pour que nous puissions justement apporter notre grain de sel à cette belle sauce-là qui se bâtit dans la République pour nous, pour les générations à venir. Votre plaidoyer, c'est qu'il faut que les gouvernants, quand ils décident d'imprimer des transformations à la marge du pays, qu'ils soient à l'écoute des forces de proposition que représentent les citoyens, les organisations citoyennes, pour qu'il y ait une contribution collective, celle qu'on appelle l'intelligence collective, pour bâtir des solutions et des avenirs communs. Si j'ai bien saisi. Dans l'intelligence collective, je pense qu'on arrive toujours à mieux faire. Je vois le député Orden Alanati opiner. Pour la satisfaction de la grande majorité. Opiner du chef, comme en accord avec ces plaidoyers. Cher ami Ozias Sonovo, on ne peut pas être contre ça. C'est ça. De donner la parole aux citoyens d'opiner, c'est la moindre des choses. Tout ce que je demande lorsque on a opiné, et que l'instance habilitée à prendre la décision l'a prise dans les règles de l'art, il faut suivre. Il ne faut pas aller dans la discussion, dans le dialogue, dans le partage, en se disant que son idée doit s'imposer à celui qui est habilité à le faire. C'est tout le quiproquo. Ça n'est pas démocratique. Voilà, ce n'est pas normal. Ça n'est pas démocratique. Monsieur Adoukonou, du parti FCB. Tout ça. Oui, je vous en prie. Je voudrais dire que contester et critiquer. Je ne vous arrête pas. Je vous promets que je vais vous relancer là-dessus, sur ce sujet, parce qu'on a priorité au direct. On a encore un correspondant, Alain Sochoumain, qui piaffe de partager avec nous ses constats de terrain en cette journée de fin de vote législative communale. Alain Sochoumain. La nuit est tombée sur la cité des Sohar. Vous comprenez que nous sommes ici à Savalou, dans le département des Collines. Les bureaux de vote ont fermé, les dépouillements ont eu lieu et les agents de la Sénat et tous les autres acteurs sont en train donc de sceller les documents destinés à chaque structure. C'est dire que dans quelques jours, chaque candidat sera fixé sur son sort. Il faut remarquer que durant tout le processus, dans le département des Collines, les élections se sont bien passées. Le scrutin n'est entaché d'aucune violence. Il n'y a pas eu de soucis. C'est tant mieux, c'est heureux ce constat, de constater qu'il n'y a pas eu de couac. C'est un constat global de satisfaction qui remonte des différents terroirs sur le déroulement du vote jusqu'au seuil du dépouillement, même s'il est tardif. Mais enfin, tout s'est bien passé, sans couac, sans incident, c'est tant mieux. Alors, je vais vous faire rebondir sur les explications qui ont été fournies par le député Orden Alanati sur le cap des réformes, notamment la traite politique, les assurances données, mais aussi le plaidoyer de l'intelligence collective proposée par M. Gansé. C'est ça le problème. Et quand on parle de contestation et de critique, je crois que les deux peuvent se rejoindre quelque part. Et ce qui manque aujourd'hui, ce qui est le problème aujourd'hui,
c'est que le débat n'est pas bien fait avant certaines réformes. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut préciser en lieu et place de contestation? Faut-il dire à rébellion, non, c'est pas question de reprouver ou proscrire la rébellion contre des lois? Le député Order Aladati a parlé de, je ne sais pas, il a parlé des députés, c'est-à-dire du Parlement. Mais quand le Parlement est constitué seulement des partis de la mouvance et que le débat n'est pas très approfondi pour sortir des réformes, ça pose problème. Mais je présume que c'est ce qui s'est passé. Pour apporter une voie alternative. Oui, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Mais à partir de 2023, il y a eu quand même pluralité à l'Assemblée. En ce moment-là, le débat peut être vraiment un vrai débat. C'est ça la nuance. Et lorsque ça peut vous répondre, mais terminez. Lorsque des réformes sont sorties d'un Parlement où sont représentés seulement les partis de la mouvance, ça pose problème. Et le député Order Aladati ne peut pas nous dire de ne pas critiquer ce genre de situation. Je crois qu'il ne va pas vous l'interdire, voilà, c'est ça. D'accord. Il vous conforte dans ce qu'il ne peut pas... Non, cher ami, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça la démocratie et les élections. Aujourd'hui même, depuis le matin, nous sommes allés au vote. Tout à fait, pour vous soumettre aux citoyens. Pour décider, pour que le peuple décide de ceux à qui il doit confier pendant un certain temps le pouvoir de légiférer en son nom. Imaginez que les FCBE sortent vainqueurs avec ce que j'ai sur, en tout cas, sur le terrain dans mes fiefs à moi, ce n'est pas le cas. Bon, mais cela dit, on verra bien. Pas encore à ce niveau. Bon, donc à supposer que les FCBE sortent vainqueurs, qu'alliez-vous faire d'autre? C'est de ça. Nous avons été aux élections. Vous voyez au Parlement, actuellement, nous avons l'Union progressiste, le Renouveau, qui est en lice. Nous avons le Bloc républicain en lice. Nous avons les démocrates en lice. Nous avons les FCBE en lice. Et nous avons Moël Bénin en lice. Absolument. Nous allons décompter, attribuer les sièges. Et des majorités vont se constituer au Parlement. Si demain vous êtes majoritaire, vous allez nous écouter, puisqu'en ce moment, nous serons minoritaires. Mais après, vous allez légiférer selon votre vision. C'est comme ça la démocratie. Je souhaite qu'on ne continue pas, après les résultats qui vont sortir, peut-être tout à l'heure, demain, qu'on ne continue pas de spéculer sur ce genre d'aspect en démocratie. Vous avez eu la possibilité aujourd'hui de nous gouverner pendant 7 ans. Si le peuple accorde donc sa préférence à un groupe politique, il faut respecter ceux à qui il faut les respecter. Parce que c'est un manque de respect pour le peuple que de dévoyer au quotidien ceux à qui il a accordé une partie. Ce qui ne dédouane pas justement ceux à qui le peuple a confié, je vais dire, sa souveraineté, qu'on les critique parfois dans certaines actions, dans certaines décisions. Voilà, c'est ça. Très bien. On est d'accord avec la critique. C'est important de toujours ajouter ça pour rassurer. Il faut toujours critiquer, mais le proposer. De proposer aussi. C'est trop facile aussi de critiquer sans proposer. Pour qu'on puisse mieux faire, ceux qui sont là puissent mieux faire. Voilà, ce n'est que ça qu'on demande. Il faut user de son intelligence participative pour faire intelligence collective. Monsieur Gansé, vous aviez une observation à faire. Oui, par rapport à ce point que le président Orden souligne, moi on adore le titre président, enfin il n'est pas encore président de la République. C'est juste pour rigoler, juste pour rigoler. Ok, l'honorable Orden. C'est sympathique, bon voilà. Moi en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que lorsque le peuple donne justement un mandat à des personnalités, des partis politiques pour parler en notre nom, décider en notre nom. Cela, justement, je ne dis pas qu'il le dit, mais je souligne juste que cela n'est pas un blanc-seing. Exactement. C'est-à-dire que ça, parce que le peuple apparaît quand même comme ce gardien-là. On a fait des campagnes où des gens ont fait des promesses.
où ils ont promis apporter des changements majeurs dans la vie de la République. C'est ça. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi accepter que dans ce même peuple, qu'il y ait des gens qui pensent autrement que ce qui se décide, que ce qui se fait et apportent leur grain. Et surtout, chercher la prétention de faire mieux. Exactement. C'est surtout ça. Oui, oui, oui. Je pense que critiquer pour critiquer, c'est vrai, ce n'est pas la solution. C'est ça. Mais il faut critiquer, pouvoir bien critiquer et faire des propositions, constructives. C'est Oui. ça, et c'est le nœud du débat que l'on fait. Le nœud ça, est là. C'est ça. Vous les avez élus, vous avez proposé, vous avez fait des contributions, d'accord? À supposer même qu'ils ne respectent pas leurs paroles. Ils sont élus pour 7 ans. Vous faites quoi? Vous les dégagez ou vous les remplacez à l'échéance? Tout le débat est là. En démocratie, vous faites quoi? Vous les dégagez ou bien vous les remplacez au terme de leur mandat? Je suis déjà d'accord et nul ne peut contester cela, qu'il faut écouter, qu'il faut prendre des offres alternatives, les jauger. Mais vous avez une vision, vous avez une ligne et c'est en fonction de cela que vous prenez in fine la décision. Et c'est ça le hiatus. Je vous dis que dans le contexte et dans l'entendement de la participation de la part de certains concitoyens, lorsqu'on est société civile et qu'on a dit qu'il faut que ça se passe de telle manière, le législateur est obligé de suivre. Et quand vous ne suivez pas, on dit oui, et pourtant ils nous ont rencontrés. On a parlé, mais non. La décision appartient au nom de la souveraineté à ceux que vous allez élire et que vous avez élus, puisque le dépouillement est en cours. Et ça, quand on n'a pas compris cela, le quiproquo s'installe et les débats s'enlisent et s'embrouillent sur le terrain. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de hantise auprès de ceux qui sont en gouvernance et qui sont en chair, si je puis me permettre, cette hantise du dégagisme immédiat à la faveur au détour de critiques, voire même féroces de leur action, du déploiement de leur offre de gouvernance, et quitte à accepter d'écouter et surtout à garantir les voies de recours, mais en même temps l'équilibre des pouvoirs en République. Quand vous voulez apporter des propositions alternatives et que vous venez dans une approche de dégagisme, on ne vous écoute pas. Oui, c'est ce que je dis. Personne, c'est parce que vous avez été élu pour un mandat et vous n'acceptez pas que quelqu'un, au nom de quoi, vienne vous dégager. Est-ce que forcément derrière les critiques, il y a justement... Mais je n'ai pas dit critique, j'ai dit dégagisme. Vous n'avez pas parlé de critique, vous avez dit dégagisme, les mots ont leur sens. C'est ça. La critique, elle est acceptée. On a dit la critique, il faut critiquer. Pourquoi ne devrait pas tant critiquer? Et nous le disons depuis, il faut critiquer. Que nous pensons que ce n'est pas bien, que cette décision n'a pas été, et qu'il lui fallu faire mieux en faisant ceci. Mais le fait de dire que cette décision-là, il ne faut pas l'appliquer, c'est ce que nous disons. On ne peut pas dire ça. Mais en même temps, on peut être conforté dans des pays comme nous où la structure politique est faite de façon à donner une hypertrophie de pouvoir au président. Nous sommes dans un régime quasiment présidentiel, pour ne pas dire présidentialiste. Mais changer de régime, donc. C'est pas ce qu'on a demandé, en fait. En fait, l'observation, la question qu'on se pose, c'est qu'en vérité, pourquoi devrait-on avoir autant peur d'autant de précautions quand on sait qu'on a déjà un pouvoir fort? C'est la question que je pose. Est-ce que ça nous a aidés? On a fait le bilan. C'est ça. Cette manière, quand vous avez élu un président de la République, que vous avez pris des décisions, et que dès le lendemain, toute décision prise est contestée, et peut-être cela, est-ce que ça nous a permis d'avancer? Si ça nous a permis d'avancer, mais dites-le enfin. Mais nous tournons en rond depuis 1960 ou pas? Ah ben depuis 10 ans, ce n'est pas le cas, à moins que je me trompe. S'il vous plaît? Depuis 10 ans, ce n'est pas le cas, à moins que je me trompe. Nous tournons en rond. À moins que nous ne vivions pas dans le même pays. Parce que nous avons, vous avez écouté le président Talon parler de son expérience. Il vous a parlé de son expérience. Il a survécu à cela. Mais donc, bien sûr que pendant ces 10 ans, ça a été le cas. Et ça a été même pire sous le président Talon. Il n'a pas eu le moindre répit. Dans la contestation totale, dans le déniement de son pouvoir. Et c'est dans cette ambiance qu'il est parvenu à avoir ces résultats-là. Vous, Ozias, ce nouveau président, vous n'auriez pas pu avoir ces résultats dans cette atmosphère.
Et c'est ce qu'il faut changer. On n'a pas la même vocation. Je dis, vous, ce nouveau président, vous n'auriez pas pu avoir des résultats. Et ça, il faut le changer. Monsieur de la société civile, dans ce contexte, vous n'auriez pas pu avoir des résultats pour le Bénin. Changeons ça. Vis-à-vis de FCBE, si vous prenez le pouvoir dans cette ambiance, vous ne pourrez pas gouverner. Et ce n'est pas bien. Alors vous êtes challengé Vous êtes challengé. C'est vrai que la contestation à tout bout de champ ne fait pas avancer un pays. Mais nous disons et nous continuons de dire que dans ce cas, il faut avoir un Parlement responsable, un Parlement multicolore. Si vous parvenez au Parlement... En se faisant élire multicolore, en se faisant élire... Justement, la question, si vous réussissez à vous faire élire au Parlement, dans les instances représentatives électives, que feriez-vous justement vous allez faire... Quoi qu'il en soit... Vous allez faire, pour reprendre la formule cocasse, du pipan ou non, vous déterminez par une identité particulière? On a un programme de législature, un projet de société pour se faire élire, non? Ce sont ces projets-là qu'on applique. Mais quand vous n'avez pas de projet et que vous vous faites élire, vous naviguez à vue. C'est ça qu'il ne faut pas. FCBE a un projet de société, FCBE a un projet de législature. Oui. Et comme nous sommes en accord, si demain, les 2 partis ou les 3 partis se retrouvent au Parlement, dans ce cas, nous discutons pour légiférer. Et je crois que là, la contestation va baisser d'un cran. Parce que les gens savent que là, maintenant, il y a une multipolarité. Et dans ce cas, le peuple accepte. Même si vous vous faites des réformes, le peuple va accepter. Mais quand c'est dans un sens unique, le peuple se dit, mais vraiment, nous ne sommes pas tous représentés là-bas. C'est ça le problème. Même si éventuellement le peuple s'y retrouve avec ses aspirations. Monsieur le journaliste, ce n'est pas cela. Nous sommes allés au vote aujourd'hui. C'est ça. Oui, et le peuple a marqué son choix. Le peuple qui veut cette multipolarité l'a exprimé à travers les urnes. Et les résultats, on devrait... Ou bien vous voulez contester les résultats à venir? Mais je ne comprends pas. Mais c'est aujourd'hui le vote. Qu'il ait un Parlement monocolore, ça s'est décidé aujourd'hui. Il ne faut même pas le souhaiter. Mais je veux dire, ça s'est déjà décidé. Nous ne souhaitons pas. Du peuple, hein. Nous ne souhaitons pas. Il ne faut vraiment pas. Nous ne souhaitons pas. Si l'Union progressiste, le renouveau, n'ira pas au Parlement prochain, ça s'est décidé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon. Mais où est le problème après? Monsieur Gansé, vous aviez une réaction et on va finir ce panel et accueillir un prochain panel qui va recevoir ici des représentants aussi d'autres partis en lice. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Ozias. Il y a une chose qui me brûlait d'envie de sortir depuis que j'écoute l'honorable Arden et M. Alukono aussi. Oui. Vous savez, pour moi, lorsque on devient dépositaire du mandat public, pour moi, ça ne s'arrête pas là. Je pense que le législateur béninois a prévu d'autres mécanismes. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la possibilité de critiquer, la possibilité de pouvoir débattre de manière plus ou moins plus libre, plus relaxe. Mais ce que nous souhaitons également, puisque nous parlons de plaidoyer, c'est également voir, par exemple, notre Assemblée opérationnaliser les mécanismes qu'elle-même a intégrés dans son règlement intérieur pour faire davantage entendre les contributions citoyennes. Un exemple, les pétitions qui sont reconnues dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voir, par exemple, qu'on accorde plus d'importance à ce mécanisme-là pour savoir, OK, qu'est-ce que les gens pensent de telles propositions que nous faisons? Moi, je pense que ça va aider. Le règlement prévoit même que des citoyens ordinaires puissent faire des propositions, même propositions de loi ou d'autres propositions sur des propositions de loi qu'ils déposent au bureau du président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est possible de faire une lettre, par exemple, pour l'envoyer au président de l'Assemblée nationale pour voir est-ce que lui peut faire analyser ça
par ses collaborateurs et les faire intégrer, etc. Opérationnaliser de tels mécanismes donnera certainement plus de poids, renforcera les voix citoyennes et renforcera l'adhésion des citoyens à ces réformes majeures qui, de manière structurelle, apportent des changements très profonds. J'ai vu le député Ordenadji secouer la tête de façon négative à cette forme de... C'est une nuance parce que nous sommes devant nos concitoyens. Non, le citoyen ordinaire ne peut pas faire de proposition de texte. De proposition qu'il soumet au président de l'Assemblée nationale. Il ne peut même pas, ça n'a pas de... Si vous soumettez une proposition au président de l'Assemblée, vous la lui soumettez en tant que député, quitte à lui de l'apporter sous forme de proposition de texte à introduire au Parlement. C'est une nuance fondamentale et moi j'ai souvent interpellé les concitoyens sur cela. Si dans votre secteur, vous avez besoin d'une évolution substantielle, trouvez un groupe de députés, approchez un député, faites-lui des propositions et qu'il accepte par votre plaidoyer de porter votre proposition qu'il va traduire en termes de proposition de texte. Mais le citoyen ordinaire ne peut pas envoyer une proposition au Parlement et le Parlement n'étudiera pas cela. À moins que le président se l'approprie en tant que proposition de texte portée par le président de l'Assemblée nationale. Les procédures sont très importantes. Précises de ce point de vue. Moi, je parle en fait justement de cette possibilité-là qu'il y a à explorer dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je crois article 121 à 125 de ce règlement. Ce que je dis, c'est que je n'appelle pas le citoyen un législateur, mais je fais appel à son sens de contribution, peut-être même à travers une pétition pour demander justement qu'il y ait pour amender soit des propositions de loi qui existent, soit pour faire des suggestions. Vous appelez à l'ouverture d'une possibilité de participation citoyenne à travers le mode pétitionnaire éventuellement. Exactement. Je ne sais pas ça existe déjà et sur votre plateau, dans notre offre de législature, nous l'avons défendu ici, ce que vous dites là. C'est ça. Et avec des propositions novatrices dans ce sens-là. Donc, mais sous forme de pétition. Plus qu'à mettre en œuvre. Vous êtes en harmonie. Aliment de planète. Aliment de planète. Une question pour finir, pour accueillir le prochain panel qui va accueillir ici M. Olide Cloutaire, qui va représenter le BR, et puis l'expert en contentieux électoral, Gilles Badé. On va la recevoir dans un instant, mais pour le moment, une question pour finir. Pourquoi, j'avais une question en double volet, pourquoi n'est-il pas souvent soumis à débat public suffisamment des élans de propositions de réforme et souvent c'est après coup, justement, et cela vous agace, les débats qui surviennent. Non, pas du tout. Qui surviennent, oui, un peu quand même. Même pas. D'accord, très bien. Et pourquoi ne pas recourir par moment quand même au référendum? La voie référendaire, c'est une voie d'expression citoyenne. Absolument. À la transformation du pays. Que nenni, on n'en entend quasiment jamais parler. C'est ça. Vous savez, le référendum est prévu par la Constitution. Absolument. Il respecte une procédure précise. Oui. D'accord? À l'occasion de la récente révision de la Constitution. Pourquoi ça ne vous excite pas? Non, ce n'est pas ça. C'est l'issue de la procédure qui l'indique. C'est ça. C'est l'issue de la procédure législative qui l'indique. D'accord? Si la fois dernière, vous savez, la recevabilité, c'est-à-dire que si l'étude de recevabilité, ça a été, et puis la recevabilité a été acquise. Si au niveau de l'adoption finale, ça n'avait pas fonctionné, le président de la République avait la possibilité d'aller vers la voie référendaire. Vous voyez, notre Constitution, elle est précise là-dessus, la procédure pour aller au référendum. Mais c'est aussi quand on est au gouvernement, on a envie d'aller vite. Et puis, c'est le propre de l'action gouvernementale, de l'exécutif. Un dernier mot pour la route, M. Adoukonou. Je crois que pour des sujets aussi sensibles que la création du Sénat, le prolongement du mandat, je crois qu'il vaut mieux aller au référendum.
Je crois. Même si on Vous a, voulez parler des mandats des députés et des, bien et sûr. des même maires. si on a la majorité acquise, changeons de Même constitution. si vous avez la majorité acquise, soyez un peu... C'est-à-dire qu'il ne faut pas Non, en fait, proscrire le mot je crois que référendum de notre... ce n'est pas une proposition impérative qu'il fait, mais juste une suggestion pour rendre les décisions, pour les asseoir sur un peu plus d'ancrage légitime. Enfin, je ne sais pas si c'est l'esprit. Au niveau de la pensée, nous sommes d'accord. Mais nous sommes dans un état de droit. C'est ça, c'est bien ça. Et nous sommes basés sur des tests. Et la procédure que vous avez c'est la empruntée, thèse, elle est c'est aussi ça le légale. problème. Sinon, Elle moi, est je aussi veux bien, Ça, c'est comme ça, constitutionnelle. il faut changer les tests alors. Mais pour voilà, donner un peu une priorité au référendum. Alors, vous ne ferez pas le débat ici, c'est bientôt au Parlement quand vous serez tous deux élus, réélus. ça, Merci le beaucoup. débat. C'est ça le charme aussi démocratique, le charme du débat démocratique. collective. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Merci à vous pour aussi, ce panel. Merci.